importante car c'est grâce à elle que la technologie fonctionne. De plus, l'école de français garde une trace de ces merveilleuses conférences que vous venez écouter et nous pouvons ces assistants placent les vidéos sur notre site web. Donc veuillez les applaudir s'il vous plaît pour les remercier. Alors je suis absolument ravie de vous présenter Xavier Leperson ce soir, qui est notre directeur de la session d'été à Paris, avec qui je travaille et collabore depuis 2019. Nous sommes toujours ravis de l'accueillir sur notre campus et qu'il ait accepté de donner une conférence de nouveau cette année. Xavier est maître de conférence, titulaire du diplôme d'habilitation à diriger des recherches en histoire moderne à la faculté des lettres de la Sorbonne. Il est spécialiste de l'histoire politique, diplomatique et militaire française et européenne des XVIe et XVIIe siècles. Il enseigne également dans plusieurs institutions universitaires à Paris, notamment à Sciences Po, et pour notre programme à l'année, ainsi que pour notre programme d'été au Centre Madeleine de Middlebury College. L'été, il a d'habitude, n'est-ce pas, le plaisir d'accueillir à Paris les étudiants de master et de DML de l'école de français pendant 6 semaines. La session à Paris 2024 n'a pas eu lieu cet été en raison des... Voilà, en raison des Jeux Olympiques, mais nous préparons déjà la session 2025 avec Xavier, la session 2025 à Paris. Et je peux vous dire que c'est un très grand plaisir de travailler tous les ans avec Xavier. Ses travaux portent sur l'histoire politique en Europe au XVIe et XVIIe siècle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a d'abord travaillé sur les guerres de religion en France au XVIe siècle et publié toutes sortes de travaux à ce sujet. Il se concentre actuellement sur le XVIIe siècle et il a publié chez Fayard en 2023 un ouvrage de recherche intitulé « Le Grand Condé, un exil pour l'honneur, retraite et retour en grâce, 1642-1671 ». Il s'agit d'un livre sur les comportements politiques et militaires de la haute aristocratie française au temps de Louis XIV. Il s'agit d'une aristocratie prête à tout pour défendre son honneur. Dans ce livre d'ailleurs, il étudie le grave conflit d'honneur entre le cardinal Mazarin et Louis II de Bourbon. Actuellement, il travaille à l'écriture d'un nouvel ouvrage qui s'intitule « Un monde en armes, les guerres de la Fronde ». Ce soir, la conférence de Xavier s'intitule « Se vêtir et se travestir à la Renaissance ». Sujet tout à fait passionnant, car grâce aux beaux habits, certaines transgressions étaient possibles. Par les habits, les hommes et les femmes pouvaient transformer radicalement leur apparence et même parfois dissimuler leur sexe, leur genre. Des femmes pouvaient se travestir en hommes et vice-versa, et ces comportements étaient plus ou moins admis dans la société de la Renaissance. Imaginez-en les dépenses et les excès et le reste. Veuillez accueillir Xavier très chaleureusement, s'il vous plaît. Merci Armelle pour cette présentation et encore merci pour cette invitation. Je suis toujours ravi de venir ici pour à la fois parler des sessions prochaines, mais aussi voir des collègues et amis que j'ai l'occasion de voir durant cette semaine où je reste ici. Donc l'année dernière, vous savez, j'avais fait une conférence sur les Amérindiens, qui était un peuple qui dans les périodes estivales, découvrait en grande partie leur corps, était à moitié nu, comme on dirait en Europe. Et j'ai essayé de trouver une transition pour parler d'un sujet qui parle du contraire, puisque aujourd'hui je vais parler de la manière de se vêtir. Et mon idée a été de partir de Montaigne. En effet, Michel de Montaigne a consacré un chapitre de ses essais donc à l'usage de se vêtir. Le gentilhomme philosophe de la fin du XVIe siècle fut marqué par le souvenir des Indiens quasi nus présentés lors des spectacles organisés lors de l'entrée royale de Henri II à Rouen en octobre 1550, donc au milieu du XVIe siècle. Quelques-uns d'entre eux avaient été ramenés du Brésil pour y être présentés au roi. Alors il faut rappeler que la Renaissance donc, est une période qui se situe entre donc, le XIVe siècle et le XVIe siècle, une époque de voyage, effectivement, puisque les Européens donc, découvrent une grande partie du monde, en tout cas une partie du monde qui leur était inconnue,
Et effectivement, cela bouleverse un certain nombre de penseurs en Europe, et Montaigne, évidemment, se questionne sur l'altérité et la diversité humaine, et il en vient à se demander si la nudité des Indiens, qui ne portent point de haut de chausses, comme il nous le dit, eh bien, finalement, serait liée au climat. Finalement, est-ce que les Indiens sont nus parce que le climat est chaud, ou si cela correspondrait à un état originel de l'homme dont ils seraient les derniers témoins. Après tout un raisonnement dont je vous passe les détails, Montaigne conclut que le vêtement relève de la culture et non du climat. Il relève d'un usage social et de la coutume. Montaigne se plaît ensuite à décliner une sorte de catalogue des usages du vêtement dans le monde, qu'il ne cesse d'enrichir dans les éditions successives de ses essais. Ainsi, le roi de Mexico est décrit comme changeant 4 fois par jour d'accoutrement. Certains Turcs vont tout nus par dévotion, et s'appuyant sur le témoignage d'un Vénitien, il disserte sur les pieds nus des habitants du Pérou. Après quelques détours dans les mondes lointains, Montaigne revient en France et en vient à évoquer les paysans de sa province de Guyenne. Alors c'est dans la région de Bordeaux, si vous préférez. La quasi-nudité du paysan n'est pas, selon lui, dénuement ou privation, mais adaptation à l'effort et donc à la chaleur. Sous le même climat, au même moment, Montaigne, lui, est boutonné jusqu'en haut d'un habit noir jusqu'au cou, et il accompagne ses paysans presque nus. Donc il en conclut que dans des conditions égales, l'usage de se vêtir est lié à l'activité et au statut, à la fonction sociale. D'un côté, le labeur des paysans à moitié nus au soleil, et de l'autre, l'exercice de l'autorité. Montaigne n'est pas le seul, d'ailleurs, au XVIe siècle, à consacrer des pages aux vêtements et à la manière de se vêtir. D'autres auteurs de la Renaissance, comme François Rabelais, Noël Dufay, Théodore Agrippa d'Aubigné, réagissent à l'essor contemporain de la mode et à l'art de se vêtir, tantôt en admirant ce phénomène, tantôt en le critiquant, voire en s'en moquant. Effectivement, nous allons voir aujourd'hui que le vêtement participe de la culture des apparences. La Renaissance est marquée parmi les élites par un enrichissement, un raffinement considérable des vêtements. Se vêtir somptueusement et de façon originale devient, pour beaucoup de gentilshommes, notamment à la cour, une priorité. Ce goût pour le vêtement ne témoigne pas seulement d'une volonté de s'embellir, mais participe aussi du jeu social et surtout de la logique de distinction. Et on verra que loin de se limiter au simple milieu de la cour, de riches roturiers vont aussi chercher à suivre les modes et ainsi pousser les gentilshommes à une course effrénée à la dépense, toujours pour se distinguer de ceux qui essayent de les imiter. Nous aborderons d'abord dans un premier temps de cette conférence la transgression des apparences par le vêtement. Par le vêtement, les êtres peuvent transformer radicalement leur apparence et même parfois dissimuler leur sexe, leur genre. Des femmes pouvaient se travestir en hommes et vice-versa, dans des circonstances tout à fait particulières. Nous verrons que dans la société de la Renaissance, malgré la sévérité des lois, eh bien, dans la pratique, les choses dépendaient des circonstances. Cette conférence se restreint donc à la mode en France, pour des raisons logiques et pour tenir le temps. Et elle prend en considération surtout les vêtements de la noblesse. Non pas que je préfère la noblesse, mais effectivement, les historiens ont besoin de documents iconographiques, et aussi on a davantage de sources pour évoquer ce sujet. Alors je vais d'abord évoquer, bien sûr, le fait que les nobles et les courtisans étaient très très sensibles au paraître, tout ce qui leur permettait de se distinguer des autres, d'avoir une apparence hors du commun. Alors qu'est-ce que c'est que le commun? Ben, ce sont tous les ignobles, ceux qui ne sont pas nobles, et effectivement, le paraître était une valeur cruciale pour la noblesse. Le vêtement est un des signes de prestige qu'arborent les princes, les grands, les gentilshommes connus, et effectivement les gentilshommes influents. C'est d'abord à la cour, bien évidemment, dans le milieu courtisan, qu'il faut briller par sa vêture, la façon de s'habiller, et effectivement par ses vêtements. La cour contribue à la magnificence du souverain, elle contribue à sa réputation. La cour est le reflet à la fois de la puissance et en même temps un instrument politique.
les vêtements participent du décorum, si j'ose dire, et de l'apparat, et du rayonnement de la cour à l'étranger. Il faut rappeler aussi que la cour a une part de société du spectacle, d'une certaine manière, auquel participent donc ces vêtements. Les vêtements du souverain et de ses courtisans reflètent d'abord un idéal politique du pouvoir dans le cadre notamment des rencontres diplomatiques et souveraines. Je vais évoquer effectivement ce contraste qui est apparent dans cette fresque entre d'un côté François Ier, à gauche, qui est vêtu d'un vêtement assez coloré, et de l'autre, on a Charles Quint qui porte, lui, un vêtement noir. Alors il ne faut pas voir dans ce contraste l'expression d'une psychologie propre aux deux rois, qui serait finalement différente. En matière de cour, les considérations de nature personnelle sont écartées. En choisissant le vêtement noir, Charles Quint, duc de Bourgogne, roi d'Espagne et empereur, choisit de réintroduire dans ses cours un cérémonial ancien lié au duc de Bourgogne, ses ancêtres. Le vêtement est d'abord l'expression d'une gravité, d'un contrôle de soi, d'un contrôle de ses gestes, de ses passions. L'empereur n'est pas un souverain sacré, il n'est pas sacré par un rituel, il n'y a pas de sacre en Espagne, pas de rituel spécifique de l'avènement, excepté ce qu'on appelle un hommage vassalique en Espagne. Et pour ce qui est de sa couronne impériale, eh bien, la papauté a voulu limiter le rituel d'avènement en refusant de sacrer les empereurs. Donc c'est différent pour le roi de France. Le roi de France, lui, est sacré. Et lors de cette cérémonie de l'avènement, il reçoit une onction, c'est-à-dire qu'on pose sur son corps un produit miraculeux qui transforme son corps en corps magique. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on dit que le roi est capable de guérir les malades. C'est ce qu'on appelle le roi thaumaturge, celui qui guérit les malades par le miracle. Ainsi, le vêtement traduit cette différence dans la nature même du pouvoir. Du côté français, on a un vêtement ample et coloré qui héroïse d'une certaine manière le corps du souverain. Encore une fois, on est dans le cadre des rencontres diplomatiques. Et du côté espagnol et impérial, le souverain n'a pas besoin d'un vêtement pour valoriser l'essence de son pouvoir. Le caractère dominant de son vêtement, c'est donc le noir, une austère élégance. Et effectivement, le titre impérial n'a pas besoin finalement de preuves pour sa supériorité d'une certaine manière. C'est le titre le plus prestigieux en Europe. Et le roi d'Espagne se considère comme un élu de Dieu, puisque ses ancêtres ont achevé la reconquête contre les morts, contre les musulmans. Donc il n'a pas besoin de rituel pour valoriser son pouvoir, et donc ses vêtements, d'une certaine manière, n'expriment pas cette surnature que exprime au contraire le vêtement du roi de France. Donc voilà, donc Charles Quint, on le voit très souvent représenté portant ce vêtement noir qu'il a imposé à sa cour espagnole. Il l'a tellement imposé que si on regarde l'entrevue souveraine un petit peu plus tard, au milieu du XVIIe siècle, par exemple, entre Louis XIV et Philippe IV sur l'île des Faisans, on voit très bien sur cette représentation, à gauche, les Français qui portent un vêtement ample, coloré, des talons hauts, des perruques, du fard blanc, qui donc donne une image d'une surnature d'une certaine manière, et du côté espagnol, au contraire, un vêtement assez sobre, près du corps, qui est bien sûr luxueux, ce sont des souverains, mais qui traduisent une autre culture de cour. Donc déjà, on voit que les courtisans s'habillent souvent de la même manière que leurs souverains. C'est pour ça qu'ils sont un reflet de ce souverain. Regardez les personnages qui sont derrière Louis XIV, alors ce ne sont pas n'importe quel personnage, ce sont les membres de la famille royale, mais on voit qu'ils sont habillés de la même manière. Donc effectivement, c'est un point que je tenais à souligner. Donc les apparences vestimentaires participent à la présentation de soi et à l'éloquence du corps aussi à la Renaissance. Le vêtement, c'est à la fois une protection, on se protège du froid, c'est aussi une parure, on est beau avec un vêtement, et c'est aussi un symbole social. Il est un langage, il participe de ce que je considère comme une communication non verbale.
Et le vêtement produit des effets sur celui qui les regarde. Et effectivement, le choix, la manière de s'habiller, le choix de la parure, d'une certaine manière, eh bien, a un sens et effectivement traduit d'une certaine manière la place que l'on occupe dans la société. Effectivement, les occasions de la vie publique et de la vie politique offrent donc des possibilités nombreuses de changer parfois plusieurs fois de vêtements par jour. Donc effectivement, il y a des événements personnels comme la présentation à la cour des courtisans, la fonction que l'on occupe à la cour nécessite un certain apparat, la faveur du souverain, obtenir la faveur du souverain exige de lui plaire, comme dans un jeu de séduction d'une certaine manière, et puis, bien sûr, le rang que l'on occupe doit être marqué par l'apparence du vêtement. La société française de la Renaissance, donc, est fondée sur, il faut le rappeler, l'inégalité profonde de cette société. C'est une société inégalitaire. Elle est voulue comme telle, et tout le monde l'accepte d'ailleurs. Au sommet de la société, il y a des nobles qui se distinguent des ignobles, des roturiers, donc de ceux qui sont le reste de la société, de certaine manière, et même entre eux, parmi les gentilshommes, ils ne sont pas égaux. Le principe même, c'est l'inégalité entre les gentilshommes qui appartiennent à des familles qui ont un sang différent, et le vêtement doit traduire cette différence en permanence. Par ailleurs, donc, effectivement, il y a un enjeu autour du vêtement, c'est la question de l'honneur. La question de l'honneur, du rang. Le rang doit être, la place que l'on occupe à la cour, doit être visible, donc, à travers des éléments tangibles, et ces vêtements en font bien évidemment partie. Alors, il faut rappeler qu'à la Renaissance, il y a une hiérarchie des tissus. Les tissus que l'on emploie pour faire les vêtements sont très différents et effectivement, il y a un développement de l'art du textile à la Renaissance. D'abord lié aux réseaux commerciaux qui se développent en Europe et bien sûr la demande des gentilshommes qui finalement entraînent tout ce commerce des tissus. Vous avez une quantité de métiers qui fabriquent ces vêtements magnifiques. Ça peut être des lissiers, des tisserands, des brodeurs qui travaillent dans des ateliers et qui créent des pièces uniques, extrêmement coûteuses, nous verrons ça tout à l'heure, pour fabriquer ces vêtements. Alors, quelles étaient les matières utilisées? Elles sont parfaitement écologiques, puisqu'on utilisait d'abord de la laine. Alors la laine, la façon dont on la traite crée des qualités évidemment différentes. La laine qui impliquait tout un commerce international à la Renaissance. Il y avait aussi la soie qui, en fait, n'arrivait pas au début de la Renaissance en quantité suffisante en Europe. Elle venait d'Orient et à partir de la Renaissance, on a commencé à développer l'élevage du ver à soie et aussi la fabrication, notamment en France, après l'Italie. En Italie, c'est Venise, Florence qui faisait de la soierie. Eh bien, en France, même Milan, en France, c'est à Lyon, où il y avait d'ailleurs beaucoup d'Italiens, parce que Lyon était une ville frontière à l'époque, où l'on va fabriquer donc cette soie qui a la préférence des nobles par sa qualité et le confort qu'elle donne à ces gentilshommes. Il y a aussi le lin qui donc est aussi une plante, comme vous le savez, et que l'on laissait macérer à même le sol, et on laissait le lin se dégrader un peu, ce qu'on appelle le rouissage, et à partir de cela, on fabriquait des fibres qui permettaient de constituer les vêtements. Alors ça, ce sont les matières de base, mais ensuite, ce qui fait la richesse d'un vêtement, c'est bien sûr les techniques qui contribuent à enrichir sa nature. D'abord, on peut par exemple évoquer le damas, qui est une étoffe de soie monochrome, avec une armure de satin, c'est-à-dire que le tissu de base, c'est du satin, et ensuite on crée un contraste entre brillance et fond, et on fait une sorte, comme on voit sur l'image, un motif qu'appréciaient particulièrement les nobles. Autre tissu qu'adoraient ces gentilshommes, c'était le velours. Le velours qui était un symbole de richesse à la Renaissance. Le velours était apprécié pour sa chaleur, sa douceur, et il était souvent enrichi de fils d'or et d'argent. Et le mot velours, il faut le rappeler, vient du latin villosus, qui veut dire velu, parce que le principe, justement, c'est de faire ressortir des boucles, donc de cette base, qui peut être en satin ou en taffetas.
Donc vous l'avez compris, la qualité de la manière dont ces tissus sont fabriqués joue un très grand rôle dans leur côté précieux. Et puis je n'oublierai pas non plus quelque chose qui va faire fureur à partir de la Renaissance, c'est bien sûr la dentelle, qui était l'un des grands produits de luxe du XVIe siècle, dont on ornait le costume à la fois masculin et féminin. En effet, on sait que, les spécialistes pensent que la dentelle aurait été mise au point au XVIe siècle, peut-être dans la région de Venise ou dans les Flandres. On l'appelait passementerie au début du XVIe siècle, et le mot dentelle, en fait, qui veut dire petite dent, en fait, est apparu dans un inventaire de Marguerite de Navarre dès 1545. Et c'est à la cour d'Henri II et de Catherine de Médicis qu'on a commencé à porter de la dentelle, qu'on appelait aussi le point. Et effectivement, cet artisanat était très coûteux parce que c'est très long de fabriquer de la dentelle. Et c'était donc un signe extérieur de richesse. Alors effectivement, on porte de la dentelle au même titre que des bijoux. Par exemple, on porte au XVIe siècle ce qu'on appelle des fraises. Alors les fraises, vous connaissez le fruit, mais la fraise désigne cette collerette extrêmement travaillée en dentelle, et il y a une expression française qui existe toujours aujourd'hui, je suis là pour enrichir votre vocabulaire, c'est ramener sa fraise. Alors ramener sa fraise, en fait, c'est hausser la tête pour faire ressortir donc sa fraise. C'est une façon de valoriser son importance. Donc il y a aussi une façon de se tenir quand on est noble. Et donc on voit ici François d'Alençon, le frère d'Henri III, et puis le duc de Guise, qui était un guerrier qui porte voilà, des fraises. Évidemment, la mode évolue, elles sont plus ou moins grandes ou larges. Alors, elles concernent d'ailleurs aussi, pas simplement les hommes, mais aussi les femmes. Regardez sur cette image où on voit bien que la femme porte aussi une grande fraise, sorte de collerette, donc encore une fois, qui valorise le visage. Donc ça, c'est un point important. Alors, le vêtement est une surface décorative. Et d'ailleurs, à la Renaissance, on ne se contentait pas du tissu. On y ajoutait des pierreries, des joyaux, des perles, pour encore enrichir et marquer sa différence. Et effectivement, donc des accessoires vestimentaires viennent enrichir cette parure. Et parmi donc, les éléments qu'on peut rajouter, il y a des éléments superposés, des broderies, des taillades, des bijoux. On peut aussi assembler différents tissus entre eux pour créer une originalité. Les motifs, qu'on a vu tout à l'heure avec le satin. Et puis, il faut savoir que en France, la mode, c'était la bigarrure. Plus on portait de couleurs, plus on portait des couleurs, mieux ça allait, d'une certaine manière. Alors effectivement, c'est une pratique qui va s'accentuer à la fin du XVIe siècle. Il y a véritablement un goût pour ces costumes ornés de pierres précieuses. Le roi Louis lui-même se couvre de perles et de boutons d'or, de bijoux. Par exemple ici, vous voyez, il porte des boucles d'oreilles en perles qui étaient tout à fait à la mode dans le milieu masculin. Et effectivement, il y a une compétition autour de cette apparence. Alors, ces pierreries servaient à la fois à magnifier les vêtements, mais aussi à susciter l'admiration, et on veut plaire, l'admiration, et surtout obtenir de la bienveillance de la part du roi, parce qu'on contribue à son décorum d'une certaine manière. Alors, effectivement, la mode des puissants est fondée sur la diversité, l'extravagance, et la somptuosité. C'est une mode d'inspiration italienne au début du XVIe siècle. Les Français ont eu beaucoup de contacts politiques et culturels, voire même militaires avec l'Italie au début du XVIe siècle. Vous savez que les rois de France ont essayé de défendre, de s'emparer du duché de Milan ou du royaume de Naples. Et à l'occasion de ces voyages en Italie, ils ont ramené à la fois des formes artistiques, ils ont construit des palais d'inspiration italienne, et puis ils ont aussi ramené la mode italienne. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup joué. Et puis il faut pas oublier que non seulement les Français sont allés combattre en Italie, mais dans le cadre des alliances et des mariages,
il y a des Italiens, de très nombreux Italiens qui sont venus à la cour de France et ils ont exporté toute une culture de cour raffinée qui a contribué à enrichir le vêtement. Non seulement donc des vêtements, mais aussi donc une manière d'être courtisan. L'un des best-sellers de la Renaissance, c'est le livre de Balthazar Castiglione, Le Courtisan, qui a façonné cette culture de cour auquel le vêtement est attaché. Donc la cour, c'est un creuset. La mode change tout le temps, c'est le principe, elle change en permanence. Au début du XVIe siècle, c'est une mode influencée par les Italiens. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, la mode espagnole donc, influence le vêtement français. Et donc la mode dépend des échanges à la Renaissance et puis de l'ouverture de ce commerce. Alors certains roturiers, donc les plus riches, dans les villes par exemple, vous avez de riches marchands, des négociants, eh bien, essayent de suivre cette mode. Ils ont de l'argent, puisqu'ils font de l'argent dans le commerce, et ce qui pousse les gentilshommes sans arrêt à innover dans le vêtement, et parce qu'ils veulent se distinguer de ceux qui essayent de les imiter. Hein, c'est le principe. Alors, bien sûr, quand on parle du vêtement de la Renaissance, on utilise tout un vocabulaire que vous ne connaissez peut-être pas, alors j'en profite pour faire une seconde de pédagogie. À travers donc ce vêtement masculin, on s'aperçoit un petit peu les grands principes du vêtement à la Renaissance, du vêtement de cour, du vêtement de la noblesse. Alors au bas du corps, on a des chaussures, ensuite on a ce qu'on appelle des hauts de choses, des bas de choses, pardon, qui sont la partie inférieure du vêtement, et puis on appelle haut de choses cette culotte, cette sorte de culotte que portent les hommes, et puis la partie haute du vêtement, c'est ce qu'on appelle un pourpoint en français. Et on verra que la forme du pourpoint évolue, et puis ensuite on a la fameuse fraise dont je vous ai parlé, le chapeau à plumet, et puis par-dessus ce pourpoint on porte un manteau, et quand ce manteau devient plus étroit, on parle de cape, hein, qui est resté dans l'expression des films de cape et d'épée, hein, comme vous le savez. Alors à partir de la Renaissance, le costume n'a pas simplement un rôle d'habillement, il est aussi là pour transformer l'extérieur, l'aspect extérieur du corps par des artifices. Erasme, d'ailleurs, dit dans la civilité puérile, il parle donc du vêtement, il dit que c'est le corps du corps. Alors c'est intéressant de comprendre ça parce que vous allez voir, c'est vraiment une sorte de corps artificiel que les gentilshommes se créaient. Effectivement, donc les formes vestimentaires à la Renaissance, eh bien, réaménagent l'anatomie corporelle en la cachant, en l'ajustant, en l'hypertrophiant, c'est-à-dire qu'on va grossir certaines parties du corps et amincir d'autres parties du corps, ce qui fait que les nobles ont un corps extraordinaire. Ils n'ont pas le corps du commun. Et effectivement, d'ailleurs, on en oublie même leur corpulence naturelle. On ne sait pas vraiment s'ils sont gros, maigres, minces, on ne sait pas trop, parce que justement, ils ont une sorte de vraie armure, de carapace sur eux, comme on va le voir dans le détail. Donc effectivement, ils cherchent à transformer leur apparence, leur corps, et c'est un élément bien sûr essentiel. Alors déjà la première chose que l'on va voir ensemble, c'est, pardon, il n'avait pas réagi tout de suite, c'est le vêtement au début du XVIe siècle qui, chez les hommes, a tendance à agrandir la carrure. On a l'impression qu'ils font du culturisme, hein, ils sont extrêmement costauds, ça les grossit, ils cherchent à se grossir. Et effectivement, c'est ça la mode masculine, c'est les vêtements amples qui expriment la force et la magnificence. Les hommes portent des manches bouffantes, comme vous le voyez, et tailladées, c'est-à-dire qu'on peut faire ressortir une partie de la chemise, qui est souvent en tissu très léger, par dessous. Et effectivement, donc c'est ce qu'on voit sur le vêtement de François Ier. Il a un pourpoint somptueux en velours de soie, rayé à la chamarre, brodé au fil d'or, et on passe par-dessous sa chemise de toile fine, et là les manches bouffantes, hein, comme on peut l'apercevoir. Alors cette manière de se vêtir traverse les frontières, puisque à la même époque, on s'aperçoit que Charles Quint ou encore Henri VIII portent de la même manière ce haut de vêtement qui accentue, aggrave donc la carrure. Donc effectivement, et il faut s'imaginer que les courtisans, les gentilshommes, s'habillent comme le roi. Évidemment, avec un niveau de richesse moins important que celui du roi. Il ne faut jamais, dans cette société de la Renaissance, tout comme dans notre société aujourd'hui,
Il ne faut jamais paraître plus que ce que l'on est, parce que sinon, ça vous joue des mauvais tours d'un point de vue social. Voilà. Alors effectivement, donc ce vêtement permet finalement de donner cette impression qu'on a affaire à des athlètes. Et effectivement, ça va évoluer. Parce que dès le milieu du XVIe siècle, eh bien, les hommes s'habillent différemment et ils vont transformer encore l'apparence de leur corps. Alors cette fois-ci, on peut voir avec Charles IX, on est cette fois-ci dans la seconde moitié du XVIe siècle, et on s'aperçoit ici que le corps masculin met sur, le vêtement met surtout en valeur les membres. Et effectivement, il y a une insistance sur les jointures du corps, c'est-à-dire que le vêtement met en valeur les jointures du corps, épaulettes renforcées, haut de chausse bouffant, donc effectivement fraise au cou. Il y a donc un contraste quand on voit cette image entre l'ajustement, ils ont presque une taille fine, si j'ose dire, et les parties hypertrophiées du corps. Donc ça, c'est un point essentiel de comprendre cette évolution et donc de comprendre que cette mode évolue. Et elle concerne tout le monde, puisque si on reprend les fils de Catherine de Médicis, dont Charles IX, on voit aussi qu'ils sont habillés très jeunes, de la même manière avec cette mode qui est très influencée par les Espagnols, puisque c'est donc cette taille fine, on parle d'espagnolé, on parle de taille espagnolée, qui donc vient de cette influence étrangère. Il y a aussi, bien sûr, les collerettes, les fraises qui sont toujours présentes et qui font apparition sur le costume masculin. Alors je vais parler des femmes, bien évidemment, qui n'échappent pas du tout à cette logique. Alors on va regarder ici un costume féminin de l'époque de François Ier. Et effectivement, pour les femmes, le corps et la silhouette sont encore plus transformés par l'introduction de techniques complexes. Le vêtement place les femmes sous une cloche. Sous une cloche. Et effectivement, pourquoi certains historiennes de vêtements disent que finalement le corps féminin fait l'objet d'une surveillance, et c'est une façon de préserver de cette manière ce corps féminin. Alors effectivement, ce qui est frappant, c'est que il y a une sorte de disproportion entre la partie haute du vêtement et la partie basse. Et effectivement, certains auteurs de la Renaissance s'en étonnent. Par exemple, Montaigne écrit ceci: « Pourquoi les femmes couvrent-elles en temps d'empêchement, les uns sur les autres, les parties où loge principalement notre admiration? Et à quoi servent ces gros bastions? De quoi les femmes viennent d'orner leurs flancs, qu'à leurrer notre appétit et nous attirer à elles tout en nous éloignant. » Voilà, vous voyez, donc c'est presque un repoussoir de désir, mais en même temps, ce qui suscite le désir, c'est ce que dit Montaigne, avec beaucoup d'esprit, lorsqu'il évoque cette mode. Donc à l'époque de François Ier, il y a un engouement, comme vous le constatez, pour l'évasement de la jupe. L'évasement de la jupe est effectivement une large partie basse du vêtement qui amène à dissimuler donc les formes féminines naturelles. Alors le costume féminin est tout aussi complexe. Je vous disais qu'on se protège par une sorte de corps artificiel, puisque déjà les femmes portent ce qu'on appelle un vertugade ou un vertugadin, hein, c'est les deux termes qu'on emploie, qui est une sorte de jupon donc de gros canevas qui en fait donc permet d'élargir la partie haute de la robe. Vous voyez, il y a une sorte de boudin qu'on noue autour du ventre pour faire retomber autour du boudin, regardez l'image en dessous, retomber un petit peu cette robe. Et puis parfois même le système est plus élaboré, il y a véritablement des formes tambours ou des formes tonneaux pour donc dissimuler la partie basse du corps. Donc il y a donc le vertugade, mais il y a aussi la basquine. La basquine, c'est, si vous voulez, le corset, des corsets sans manches, des bustes, qui permettent donc de comprimer souvent la poitrine, plus que de la mettre en valeur, hein, surtout au XVIe siècle, et qui contribuent à donner une apparence particulière donc aux femmes. Et puis par-dessus donc cette armature, si j'ose dire, eh bien on met la robe en tant que telle, la cotte d'abord, le dessous de la robe, et puis la belle robe par-dessus. Alors les femmes portent parfois, comme les hommes, des manteaux. Vous voyez ce que je veux dire, elle a un manteau qu'on appelle ici, donc ce manteau, la marlotte.
Et effectivement, c'est un point commun avec donc, les hommes. Alors, dans la seconde moitié du XVIe siècle, le vêtement féminin se transforme encore un peu comme celui des hommes, puisqu'ici, on aperçoit d'abord un buste féminin compressé, ça ne devait quand même pas être très agréable à porter, hein, un comprimé, une taille féminine encore plus fine, et une robe qui s'élargit vers le bas, et Montaigne dit encore, ce principe rend alors la tournure des Françaises encore plus élégante, plus légère et plus svelte. Voilà ce que nous dit Montaigne. Donc c'est un élément essentiel que de comprendre cette évolution de la mode, et clairement on constate que les vêtements contribuent à accentuer ce qu'on appelle en termes savants le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence entre les deux sexes à l'apparence. En fait, comme vous pouvez le constater, il y a un effet visuel très net. En fait, le corps vêtu féminin est attiré vers le bas, il est pesant, et je vais expliquer, il y a une raison. Et le corps masculin est étiré vers le haut, par le vêtement, de façon un petit peu artificielle, évidemment. Alors ce type de vêtements répondent à des conceptions propres à la Renaissance, propres à la physionomie, et effectivement physiognomonie, donc l'apparence du corps, hein, et du visage notamment. Et effectivement, l'un de ces physiognomes, qui s'appelle Giambattista della Porta, publie dans un traité qu'on appelle « De la physionomie humaine » en 1586, il explique qu'en fait, il y a une opposition de tempérament entre les femmes et les hommes. Les femmes sont froides, et donc elles partent vers le bas, et les hommes sont chauds, et ils partent vers le haut. Les hommes sont solaires, les femmes sont lunaires. Et d'ailleurs, on appelait les règles féminines les lunaisons, hein, donc au XVIe siècle. Donc effectivement, c'est l'habit qui fait le sexe, vous l'avez compris, dans cette société de la Renaissance. Et effectivement, il faut quand même rappeler que c'est un corps contraint. Le corps est contraint. Regardez cette image, on voit bien, même le personnage, l'homme au milieu de l'image, là, il a vraiment une sorte de pourpoint qui donne une vision totalement artificielle de son corps. Et les femmes ont vraiment une robe très large. Et effectivement, ces vêtements d'apparat étaient très lourds. Parfois, certaines femmes avaient du mal à les porter. Et elles provoquaient de la raideur, mais la raideur participait du comportement des gentilshommes, ou des gentes dames, qui ne bougeaient pas, qui ne se déplaçaient pas comme les autres. Et bien sûr, tout ça était coûté très cher, bien évidemment. Donc, voilà, l'habit n'a pas pour but d'être confortable, vous l'avez compris, c'est un habit qui a pour but de montrer quelque chose, et quitte à qu'il soit totalement insupportable à porter. Alors effectivement, ces éléments qui sont essentiels. Alors le coût, on peut l'évoquer. Hein, eh bien, d'abord, certains vêtements étaient extrêmement lourds. Certaines robes avaient pouvaient faire jusqu'à 18 mètres, hein, dans certaines circonstances. Et effectivement, certaines femmes avaient du mal donc à bouger avec ces robes. Alors tout ça coûtait très cher. Pour vous donner une idée, par exemple, le connétable de Bourbon, qui était un personnage très important au début du XVIe siècle, portait, on sait qu'il portait un vêtement, une robe, parce que ce qu'on appelle une robe, c'est une sorte de vêtement assez ample, qui ressemble un peu à la robe des magistrats. Vous voyez ? Et cette robe avait coûté 3360 écus. Alors ça ne vous dit rien, peut-être 3360 écus, mais si on convertit en dollars, c'est 800 000 $. Voilà, il pouvait porter des vêtements qui valaient 800 000 $. Et une robe plus courante, faite à Milan, dans des tissus de prix, pouvait coûter jusqu'à 120 000 $. Voilà, donc 500 écus au XVIe siècle. Donc ils étaient prêts à dépenser des sommes faramineuses, parce que c'était important, ça participait de leur apparence. Donc l'habit est un signe de puissance, de richesse, de pouvoir, et très vite, le pouvoir s'est inquiété de cela. Le pouvoir politique s'est inquiété pour ça. Pourquoi? Parce que quand on achète du tissu ou des vêtements à Milan, ou dans les Flandres, on envoie de l'argent à l'étranger. Donc les souverains pensaient que ça contribuait à affaiblir économiquement leur royaume. On pensait qu'il y avait une sorte de quantité unique de métaux précieux en Europe au XVIe siècle. Et donc il y a toute une logique économique qu'on appelle le mercantilisme, qui est apparu à la fin du XVIe siècle,
qui avait pour but d'empêcher donc la sortie de monnaie précieuse du royaume pour payer ses vêtements. Et effectivement, donc, on va prendre des mesures pour empêcher ces dépenses folles. Ces mesures, on l'appelle des lois somptuaires, c'est-à-dire que l'État monarchique, au XVIe siècle, décidait de lois qui, sur le papier, interdisaient à certaines personnes de porter tel ou tel vêtement, tel ou tel tissu, réservait tel ou tel tissu ou tel vêtement à certaines personnes et pas à d'autres. Ça n'a jamais fonctionné. Voilà, ce sont des lois qui ont été édictées à plusieurs reprises. Regardez la liste des édits, rien que pour le XVIe siècle. Ça n'a jamais pu être, parce que finalement, il n'y a pas de normes. Comment juger? Il n'y a pas de normes. Qu'est-ce qu'un vêtement interdit, d'un vêtement autorisé, par rapport au rang, au sang, à la place que quelqu'un a dans la société? Donc effectivement, c'est quelque chose qui, en tout cas, est une préoccupation constante. Derrière cela, il y a aussi des considérations morales, c'est-à-dire que la dépense excessive est condamnée par la pensée chrétienne. Et donc tout cela contribue à limiter les choses. Alors, donc ces édits somptuaires sont très importants, ils ont joué un rôle essentiel à la Renaissance, mais qui n'a pas changé les habitudes pour autant. Alors le vêtement, c'est un élément de transgression. D'ailleurs, les lois somptuaires existent aussi pour empêcher des roturiers, des ignobles, à porter des vêtements comme les nobles. C'est une mesure de protection, d'une certaine manière. Eh bien, c'est aussi l'occasion de transgression, et même parfois d'un travestissement. Effectivement, au XVIe siècle, les nobles organisaient très souvent des fêtes, des carnavals, des bals, des mascarades, comme son nom l'indique, on porte des masques, on se dissimule, on change d'apparence, qui avaient un rôle très important dans la société de l'époque. On est notamment dans la seconde moitié du XVIe siècle, dans le contexte des guerres de religion, donc il faut apaiser les tensions, faire de la cour un lieu de concorde, et donc ces fêtes avaient pour but, par-delà amuser les gentilshommes, aussi de réconcilier les nobles qui s'affrontaient derrière leur foi confessionnelle, leurs différentes confessions, le catholicisme, protestantisme, donc au XVIe siècle. Donc ces fêtes donc, sont souvent organisées par des poètes, des artistes, qui élaborent des scénarios compliqués, souvent inspirés de l'Antiquité, et parce que nous sommes à la Renaissance, on redécouvre l'Antiquité, et effectivement, ces fêtes éphémères donnaient l'occasion de se déguiser, et par exemple, certains carnavals offraient l'occasion d'une transgression par les apparences, comme par exemple le carnaval de 1564, organisé à Fontainebleau, dont on garde un souvenir à travers les tentures qui ont été réalisées à ce sujet. Et donc la reine Catherine de Médicis avait organisé ce carnaval pour essayer de réconcilier les ennemis qui se déchiraient dans une guerre civile au cœur du royaume de France. Il y avait aussi par exemple des fêtes à Bayonne, alors pas les mêmes fêtes de Bayonne qu'aujourd'hui, hein, des fêtes qui déployaient un faste mémorable, dont les dessins d'Antoine Caron ont gardé certaines traces. Effectivement, sur cette image, les gentilshommes étaient cette fois-ci déguisés en berger ou en bergère, transgression sociale, ou encore, donc, on avait des musiciens travestis en triton. Un triton, c'est un personnage un peu fantastique, qui pouvait échevaucher donc des tortues géantes. Donc c'est quand même assez délirant, hein, avec une fausse baleine au milieu, hein, vous apercevez. Donc on s'amuse beaucoup en se déguisant et en s'habillant de façon originale. Alors par exemple, ici, on voit que les vêtements étaient très élaborés, et parfois, donc, il arrivait qu'on change de sexe à l'occasion de ces fêtes, on se déguise en femme. Notamment, on aimait bien le thème de l'Amazone. Vous savez, cette guerrière féminine. Effectivement, donc, par exemple, à l'époque du roi Henri III, eh bien, il était fréquent que le roi, à l'occasion de ces fêtes, se déguise en femme. Et Pierre de l'Étoile, mémorialiste, bon, qui n'aimait pas beaucoup Henri III, il faut quand même le dire, eh bien, rappelait ceci en 1576. Le roi faisait tournois, joutes et ballets et forces mascarades, où il se trouvait ordinairement habillé en femme, ouvrait son pourpoint et découvrait sa gorge, y portant un collier de perles et 3 collets de toile, 2 à fraises et 1 renversé, ainsi que l'ordre portaient les dames de la cour. Alors non seulement le roi s'habille en femme, de temps en temps, mais il y a aussi donc ses mignons, ses favoris, qui s'habillent comme lui. D'ailleurs, j'ai choisi ce dessin qui donne un petit côté féminin à l'un de ces mignons d'Henri III. Donc, et là aussi, il dénonce ces beaux mignons portaient leurs cheveux longuets, frisés,
et refrisés par artifice, remontant par-dessus leurs petits bonnets de velours, comme font les putains du Bordeaux, et leurs fraises de chemise de toile tatour empesées et longues de demi-pied, de façon qu'à voir leur tête par-dessus leurs fraises, il semblait que ce fût le chef de Saint-Jean dans un plat. Donc effectivement, critique qui émane voilà, de ces pratiques à la cour, qui choquent à l'époque. Alors effectivement, c'est un point essentiel. Pourquoi ça choque? Parce que, au principe, se déguiser en femme, ou s'habiller en femme, et vice-versa, s'habiller en homme, parce qu'on verra que les hommes, les femmes s'habillaient aussi, pouvaient se déguiser en homme, eh bien, était théoriquement interdit. Théoriquement interdit par la Bible. Dans le Deutéronome, on trouve ceci: une femme ne portera pas un costume féminin, et un homme ne mettra pas un vêtement de femme, quiconque agit ainsi étant une abomination à Yahvé ton Dieu. Alors, c'est pas parce que la Bible le dit que pour autant c'est une règle dans la société. Pourtant, le travestissement est juridiquement interdit. On estime que c'est un faux de se déguiser, et souvent ça cache une mauvaise intention. Alors, effectivement, certains juristes, comme au XVIe siècle, le juriste Papon, qui ne s'appelait pas Maurice, écrivait à propos de la fausse apparence: la peine ordinaire du crime de faux est la mort naturelle par la loi ancienne, qui était de précipiter du haut d'un roc en bas la personne donc qui s'habillait des vêtements d'un autre sexe. Alors il a évolué quand même, on n'en est plus là. Il parle tout simplement d'une mort civile. Donc, une mort civile, donc bon, c'est un peu vague comme définition juridique, mais en tout cas c'est quelque chose qui voilà, montre que la société quand même, en apparence, était plutôt sévère avec ce type de pratique. Alors en fait, en réalité, ce n'est pas si fréquent que ça. Il n'y a pas eu beaucoup de gens condamnés pour s'être habillés en homme ou en femme, ou vice-versa. Les documents expliquent que ça existait. Il y avait des personnes qui, pour échapper donc à la misère, au malheur, étaient capables donc, de changer de vêtements pour se protéger ou sortir d'une situation difficile. On trouve donc des histoires de femmes comme cela qui ont voulu échapper à une situation, elles se sont déguisées en hommes. Et on trouve également des histoires d'hommes déguisés en femmes pour échapper à l'ennemi ou la mise à mort, pour se glisser clandestinement dans un camp militaire adverse, pour pénétrer dans un couvent ou logis de femmes à des fins de séduction. Donc il y a un déguisement, un travestissement qui est pratiqué dans cette société de l'époque, mais tout dépend l'intention. Et effectivement, les historiens ont cherché dans les procès criminels s'il y avait des cas de condamnation. Et en fait, à Paris, par exemple, au XVIe siècle, dans les archives de Paris, on a trouvé deux cas de condamnation pour ce travestissement vestimentaire. Effectivement, deux cas sur... et encore, ces cas n'ont pas en appel, ont été absous d'une certaine manière. Donc voilà, sévérité dans les principes, mais dans la réalité, finalement, plutôt de la souplesse. Et j'ajouterais que, évidemment, les nobles peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que les nobles peuvent prétendre jouer à des choses, à s'amuser à des choses qui sont interdites aux autres. Voilà, donc les nobles, le roi n'encourrait pas, finalement, si ce n'est des critiques ou des moqueries, n'encourrait pas de condamnation particulière. Donc voilà, il faut comprendre ce vêtement qui peut donc être transgressif. Alors ce qui est vraiment condamné moralement, c'est si le travestissement masculin, finalement, a pour but une sexualité interdite, et effectivement, derrière cela, il y a toujours l'accusation de sodomie qui pèse sur les hommes qui se déguisent donc en femmes. Encore, tout dépend des circonstances, puis dans le cas des fêtes de cour, c'était plutôt de l'amusement inspiré par des mythes ou des histoires. Donc il faut rappeler, je n'ai pas le temps de développer, mais que dans la littérature de la Renaissance, très souvent, il y a des cas de femmes ou d'hommes qui se déguisent dans des sexes opposés, ça fait partie de l'intrigue. Et dans l'Astrée, par exemple, Céladon se déguise en Alexis. Donc il faut comprendre que c'est quelque chose finalement d'assez fréquent. Alors je conclurai, et j'aurais respecté mon temps, et je conclurai en expliquant effectivement que le raffinement de la mode à la Renaissance, la complexification et l'enrichissement des vêtements, la quête d'un corps magnifié, les jeux d'apparence auxquels se sont livrés les nobles, le goût pour le travestissement,
Donc on donnait aux hommes et aux femmes de la Renaissance une apparence parfois d'un autre sexe dans le cadre de fêtes de cour, et ont aussi pu entraîner des courants de pensée assez hostiles, et notamment l'idée sur laquelle il se serait produit au XVIe siècle une effémination des mœurs masculines. En quelque sorte, les courtisans se seraient efféminés, finalement, en se transformant ainsi. L'un des premiers à critiquer cela, c'est Balthazar Castiglione, qui écrit « Je veux que l'aspect de notre courtisan ne soit pas mou ou féminin, comme beaucoup s'efforcent de l'avoir, qui non seulement se crêpe les cheveux et s'épile les sourcils, mais se farde de toutes les manières qu'emploient les femmes les plus lascives et les plus déshonnêtes au monde. Et il semble que, dans leur façon de marcher, de se tenir, dans chacun de leurs autres gestes, ils sont tendres et alanguis, que leurs membres sont sur le point de se détacher l'un avec l'autre. » Alors il n'est pas le seul, pourtant Balthazar Castiglione, c'est celui qui a inspiré une nouvelle mode à la cour. D'autres auteurs, Théodore Agrippa d'Aubigné, Brantôme, Ronsard, dénoncent l'effémination de la noblesse, la perte de valeur chevaleresque, la perte des vertus guerrières et viriles du second ordre. Alors c'est même apparu, alors il y a le terme de mignon qui est très péjoratif, de pimpet, toute une série de termes, on parle de courtisans qui ne font que les damoiselles. Tout cela est même apparu à travers des ouvrages pamphlétaires, et le plus célèbre d'entre eux, c'est un pamphlet qui s'appelle Les Hermaphrodites, qui critique la vie de cour à l'époque d'Henri III, alors évidemment après l'assassinat d'Henri III, donc dans un contexte politique particulier, on voulait dénoncer finalement la politique des Valois. C'est aussi l'époque où on a construit le mythe de Catherine de Médicis, la veuve noire, et qui finalement était animée par de mauvais sentiments parce qu'elle était italienne. C'est quelque chose qui a pu exister. Donc pour conclure, je dirais simplement que même à la Renaissance, il y a une part de la société, et on voit Ronsard, Agrippa d'Aubigné, etc., une part de la société qui se montre nostalgique d'un passé qui est toujours idéalisé et qui rejette d'une certaine manière une évolution et un changement de la société inéluctable. Je vous remercie de votre attention. Merci Xavier, je vais allumer les lumières. Ça va comme ça ?